le parfum entêtant des glycines en fleurs, se mêlant à l'arôme profond du vieux bois ciré, ne parvenait pas à masquer l'amertume qui flottait dans l'air de l'atelier des arts du mouvement, la Volte. Maître Antoine Fournier, silhouette rigide aux cheveux gris impeccablement coiffés, fixa la petite fille dans son fauteuil roulant, les yeux perçants d'une impatience glaciale. « Revenez quand vous saurez danser », lança-t-il d'une voix rauque, les mots claquant comme un fouet dans le silence tendu du studio d'ocre délavé. Léa, 12 ans, ses grands yeux curieux agrandis par la surprise, serra un instant le vieux châle de laine contre elle, un geste presque imperceptible. Sa mère, Florence, sentit une brûlure au creux de l'estomac, le poids de l'injustice lui écrasant la poitrine. Le maître, exaspéré par les erreurs répétées de ses danseurs, ne vit en Léa qu'une distraction, un obstacle à l'excellence qu'il exigeait. La tension était palpable, épaississant à chaque pirouette manquée, à chaque pas croisé désynchronisé. Le groupe Étoile, des adolescents talentueux mais visiblement épuisés, tentait encore et encore la séquence cruciale, un enchaînement complexe de tours en couple censé être le joyau de leur chorégraphie pour le concours national de création chorégraphique. Mais invariablement, au même point précis, un danseur trébuchait, un couple perdait l'obicis Cancium et Viseil, équilibre, le rythme se brisait. Le frottement des chaussons de danse sur le parquet, d'habitude si harmonieux, résonnait désormais comme une série de fausses notes discordantes, chaque échec ajoutant une couche supplémentaire à l'agacement palpable de Maître Fournier. Son front, plissé par des années de concentration, se creusait davantage, et ses mains serraient ses hanches avec une force contenue, signe de sa frustration grandissante face à Pelle, énigme insoluble. Dans un coin discret de la vaste salle, Léa observait. Ses écouteurs à réduction de bruit, délicatement posés sur ses oreilles, atténuaient le vacarme des corps en mouvement et les remontrances aiguës du maître, créant une bulle de calme relatif. Elle ne voyait pas des danseurs, mais des vecteurs, des courbes de force, des équations en déséquilibre. Sa frange rebelle encadrait un visage où se lisait une concentration intense, ses grands yeux absorbant chaque micro-mouvement, chaque oscillation du centre de gravité. Pour les danseurs, Hélène n'était que la fille bizarre en fauteuil roulant, une présence silencieuse et énigmatique facilement ignorée. Mais derrière son apparence menue et sa quiétude apparente, un esprit hors du commun décomposait la danse en une infinité de données, cherchant la logique cachée derrière le chaos apparent. C'est alors que Camille Martin, jeune assistante de Maître Fournier, s'interposa, son regard doux mais déterminé croisant celui de Florence. Elle guida doucement le fauteuil de Léa vers un recoin plus tranquille du studio, loin de la lumière crue des projecteurs et du tourbillon des corps. « Ici tu seras bien, Léa », murmura-t-elle, son ton empreint d'une bienveillance qui contrastait fortement avec la rudesse du maître. Elle lui tendit un carnet vierge et un crayon, sachant l'importance de ses dessins. Ce geste simple, cette reconnaissance silencieuse de sa présence et de son besoin d'un espace adapté, créa une micro-oasis au milieu de la tempête. Léa ajusta son châle, un léger balancement de son corps dans la chaise, signe de son apaisement, tandis que ses yeux ne quittaient plus la scène centrale. Immergée dans sa bulle, Léa ne percevait pas la danse comme une suite de gestes harmonieux, mais comme un ensemble complexe de forces physiques. Le même enchaînement défectueux se répétait, encore et dans son esprit autiste, chaque chute, chaque désynchronisation, était pas un échec, mais une donnée supplémentaire dans une équation à résoudre. Elle sentait le rythme des corps, les transferts de poids, les angles des articulations, des informations que son hyperfocalisation transformait en un langage mathématique. Son regard d'une acuité presque clinique, décomposait chaque torsion, chaque appui, cherchant le point de rupture, l'anomalie infime qui échappait à tous les autres. Le crayon, qu'elle tenait fermement, semblait frémir d'impatience, prête à traduire en diagramme la symphonie mécanique qui se jouait devant elle. Les danseurs, à bout de souffle, tentèrent une dernière fois la séquence, le désespoir se lisant sur leurs visages. Leur corps, pourtant si entraîné, s'entremêlait un instant, puis se désaxait, leurs pieds heurtant le sol avec un bruit sourd et familier. Maître Fournier laissa échapper un soupir de frustration exaspérée, se frottant les tempes. Mais dans son coin, Léa, immobile à l'exception du doux balancement rythmique de son corps, avait enfin isolé la faille. Un micro-défaut, un décalage infime dans la cinématique du mouvement. Elle avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait pu percevoir. Un secret invisible au cœur du rythme brisé. Le spectacle de l'aile, échec se répétait. Mais pour Léa, une question silencieuse venait d'ose émerger. Et si la solution était là, sous les yeux de tous, mais cachée dans un langage que seule elle pouvait déchiffrer? Léa, adossée au dossier de son fauteuil roulant, le vieux châle de laine doucement drapé sur ses épaules menues,
sentait la texture familière et réconfortante de ses fibres contre sa peau. Ce châle, tricoté avec amour par sa grand-mère, était bien plus qu'un simple vêtement. Était un bouclier sensoriel, un fragment de chaleur et de sécurité dans un monde souvent trop bruyant et imprévisible. Ses écouteurs à réduction de bruit, désormais indispensables, filtraient les sons agressifs du studio, transformant le vacarme en un murmure lointain, permettant à son esprit de se concentrer sur l'essentiel. Ses grands yeux, d'une intensité rare, étaient rivés sur le parquet, où l'échec se rejouait encore. Une faible lueur, celle de la compréhension fulgurante, traversa son regard. À 12 ans, Léa Dubois percevait le monde à travers un prisme unique, où chaque mouvement, chaque son, était une donnée à analyser. Sa frange rebelle encadrait un visage où se lisait une concentration intense, presque douloureuse, face à quelle énigme qu'elle venait de résoudre. La chaleur du châle lui offrait un ancrage, tandis que son esprit, libéré des agressions sensorielles, s'enfonçait dans la logique implacable des choses. Pour Léa, la danse N était pas une expression artistique empreinte d'émotions ou de grâce, mais une série de vecteurs, de forces invisibles, de transferts de poids et d'angles précis. Son autisme lui conférait une hyperfocalisation remarquable sur la cinématique du mouvement, transformant les pirouettes fluides et les pas chassés gracieux en équations complexes et rigoureuses. Quand un danseur trébuchait, elle ne voyait pas une faute esthétique, mais un déséquilibre biomécanique, un point de rupture prévisible dans une séquence mathématique parfaitement calculable. Le rythme des pas sur le parquet, que d'autres percevaient comme une mélodie envoûtante, était pour elle une série d'impulsions mesurables, de chocs précis, de fréquences sonores à décoder. Le frottement des chaussons, le souffle haletant des corps, tout était converti en informations brutes, dénuées, d'émotions, mais d'une précision absolue, une symphonie mécanique que seule elle semblait entendre et interpréter. Cette capacité unique était sa force, mais aussi sa solitude. Dans le carnet vierge que Camille, avec tant de gentillesse, lui avait tendu, Léa commença à dessiner. Son crayon, tenu fermement, traçait des lignes nettes, des courbes précises, des flèches indiquant les directions des forces et les trajectoires des corps. Ce N n'était pas de simples croquis artistiques, mais des diagrammes scientifiques, des analyses détaillées de la biomécanique humaine en mouvement. Chaque danseur était représenté comme une figure géométrique, son centre de gravité minutieusement noté à chaque étape de la séquence défectueuse, révélant la faille. Sa méthode de communication était principalement visuelle et écrite. Les mots, trop souvent, lui échappaient, ou ne parvenait pas à exprimer la complexité vertigineuse de sa pensée interne. Ses phrases, quand elle parlait, étaient concises, directes, parfois abruptes, déroutantes pour ceux qui attendaient les nuances sociales et les fioritures d'une conversation ordinaire, ce qui la rendait souvent silencieuse. Les autres danseurs, exténués par les répétitions incessantes et les remontrances cinglantes de Maître Fournier, la remarquaient à peine, englués dans leur propre frustration. Pour eux, Léa N était que la fille bizarre en fauteuil roulant, une présence silencieuse et énigmatique dans un coin discret du studio, absorbée par ce qu'ils considéraient comme de simples gribouillis d'enfants. Ils ne percevaient pas les calculs complexes derrière ses traits de crayon, ni l'intelligence fulgurante qui brillait dans ses grands yeux. Maître Fournier, lui, l'avait déjà balayée de son esprit d'un revers de main, la considérant comme une distraction superflue, voire un fardeau potentiel pour l'ordre de son atelier. Il était aveuglé par ses propres préjugés, incapable d'imaginer que la solution à son problème le plus pressant puisse venir d'une enfant si différente de ses danseurs idéaux, si éloignée de sa vision rigide de l'art de la danse, ni même que la sagesse puisse se révéler dans le silence. Pour s'autoréguler face au chaos sensoriel incessant qui agitait le studio, Léa se balançait doucement dans son fauteuil. Était un mouvement subtil, presque imperceptible pour elle, œil non averti, mais essentiel pour apaiser son système nerveux hypersensible, une encre dans la tempête. Elle organisait aussi méticuleusement ses affaires, ses crayons de couleur alignés par gradient, le carnet parfaitement positionné sur ses genoux, le châle plié avec une précision chirurgicale quand il ne la protégeait pas. Ces rituels lui offraient un sentiment de contrôle, une prévisibilité bienvenue dans un environnement imprévisible, où les lumières vives et les bruits forts pouvaient rapidement devenir accablants. Son immersion totale dans ses dessins était une autre forme d'autorégulation profonde, une bulle où la logique et les schémas prenaient le dessus sur le désordre et l'incertitude du monde extérieur, lui permettant de penser clairement, et sans entrave. Le problème récurrent de la chorégraphie, ce décalage infime qui brisait inlassablement le rythme et la fluidité des danseurs, était pour Léa un puzzle irrésolu qui exigeait toute son attention. Mais maintenant, avec ses diagrammes s'accumulant page après page dans son carnet, elle avait non seulement identifié la faille avec une clarté désarmante, mais aussi commencé à entrevoir une solution concrète.
La clé N était pas dans plus d'efforts ou de discipline, comme le pensait obstinément Maître Fournier, mais dans une compréhension plus profonde et plus précise de la physique intrinsèque du mouvement. Ces dessins, remplis de vecteurs, d'angles et de points de pression, contenaient la vérité, le secret invisible au cœur du rythme brisé. Ils étaient le pont, encore inconnu de tous, entre son monde intérieur de calcul et le monde extérieur de la danse. La question silencieuse de la fin du bloc précédent avait trouvé une réponse, mais le véritable défi allait être de la partager avec ceux qui ne parlaient pas son langage unique, qui ne voyaient pas le monde tel qu'elle le percevait. Camille Martin, jeune femme aux cheveux couleur miel, s'approcha discrètement du coin où Léa, les écouteurs sur les oreilles, traçait ses diagrammes. Ses pas étaient légers, presque inaudibles, un contraste frappant avec la lourdeur des reproches de Maître Fournier. Elle s'agenouilla doucement, son regard posé sur le carnet ouvert sur les genoux de Léa, où des flèches et des courbes s'entremêlaient avec une précision déconcertante. Un léger sourire éclaira son visage, empreint d'une curiosité sincère et d'une bienveillance naturelle. Elle avait observé Léa ces derniers jours, notant son immersion totale, sa capacité à isoler le chaos ambiant pour se concentrer sur l'invisible. Pour Camille, qui avait étudié des méthodes d'enseignement plus contemporaines, cette forme d'intelligence était une énigme fascinante, loin des préjugés étroits de son mentor. Elle sentait que derrière ce silence se cachait une compréhension profonde, une richesse inexploitée que l'atelier avait jusqu'alors ignorée, une nouvelle perspective sur l'art du mouvement. Pendant ce temps, Maître Fournier, sa silhouette rigide se découpant sur les lumières crues du studio, arpentait le parquet avec une impatience grandissante. Son regard balayant la salle, s'arrêta un instant sur Camille accroupie près de la fille en fauteuil roulant, puis passa outre, une moue de dédain tordant ses lèvres fines. Pour lui, le temps était précieux, et chaque minute consacrée à autre chose que, à la danse pure, était une perte inacceptable. Il considérait Léa, avec ses dessins silencieux et son absence apparente de mouvement, comme une distraction superflue, voire un affront à la discipline et à l'esthétique qu'il vénérait. Sa vision de la danse était immuable, ancrée dans des décennies de tradition et de perfection physique. L'idée qu'une solution puisse venir d'une source aussi atypique était non seulement impensable, mais presque risible à ses yeux. Il ne voyait qu'une barrière, un obstacle potentiel à l'excellence qu'il exigeait pour le concours, et son front se plissa davantage, signe de son irritation montante. Chloé, la danseuse étoile au tempérament fougueux et à la grâce innée, venait de rater pour la énième fois la pirouette finale de la séquence. Un soupir collectif échappa du groupe, leur corps fatigué s'affaissant un instant. Elle jeta un regard furtif vers Léa, tapie dans son coin, et une pointe d'agacement traversa ses traits. Pour Chloé et les autres adolescents, Léa N était qu'une énigme silencieuse, une présence qui ne participait pas à l'effort collectif, une étrangère à leur monde de sueur et de performance. Ils la surnommaient parfois la petite observatrice. Un terme à la fois indifférent et teinté d'un léger mépris. Leur frustration grandissait, non seulement à cause de l'échec récurrent, mais aussi face à l'incapacité de Maître Fournier à trouver une solution, ce qui alimentait un sentiment d'impuissance. Ils étaient des athlètes de l'art, habitués à la maîtrise de leur corps, et cette défaillance inexplicable sapait leur confiance. Camille, sentant le regard de Maître Fournier sur elle, se releva discrètement, mais un défi silencieux brillait dans ses yeux. Elle ne se plierait pas à l'indifférence de son mentor. Pour elle, chaque individu avait sa valeur, et la fragilité apparente de Léa cachait une force insoupçonnée. Elle savait que Maître Fournier valorisait la tradition et la pureté de la forme, des principes qu'elle respectait, mais elle croyait aussi en l'évolution et en l'inclusion. Cette divergence d'approche créait une tension invisible mais palpable entre eux, une faille idéologique qui menaçait de élargir. Léa, quant à elle, restait dans sa bulle, absorbée par les motifs complexes qu'elle décelait. Le balancement léger de son corps dans son fauteuil roulant était la seule manifestation de son monde intérieur, où les problèmes de la chorégraphie se transformaient en une série d'énigmes mathématiques fascinantes, loin des jugements et des attentes sociales. Maître Fournier, exaspéré, claqua des mains, le son résonnant comme un coup de fouet dans le studio. Encore. Et cette fois, avec la précision d'un métronome, s'il vous plaît. Sa voix, rauque, trahissait sa nervosité grandissante. Le concours approchait à grands pas, et elle, échec persistant de cette séquence, menaçait de ternir sa réputation et celle de son prestigieux atelier. Il était aveuglé par sa propre obstination, incapable d'admettre que la faille ne résidait pas dans le manque d'effort de ses danseurs, mais peut-être dans la conception même de son œuvre. Son ego, construit sur des décennies de succès, l'empêchait de voir au-delà de ses propres méthodes. Pendant ce temps, Léa, son esprit autiste en pleine effervescence, avait affiné ses diagrammes. Elle avait non seulement identifié le point de rupture,
Mais elle commençait à esquisser des ajustements, des micro-corrections qui, sur le papier, semblaient d'une logique implacable, défiant les conventions de la danse classique. Camille, incapable de résister à la curiosité, s'agenouilla de nouveau près de Léa, profitant d'un bref répit entre deux tentatives désespérées. Cette fois, elle ne se contenta pas d'un regard fugace. Ses yeux parcoururent les pages du carnet, s'attardant sur un diagramme particulièrement détaillé. Elle y vit non seulement le problème, illustré par un déséquilibre de vecteurs et de centres de gravité, mais aussi une série de petites flèches et de notes manuscrites, suggérant des ajustements angulaires infimes, des décalages de quelques degrés dans la position du pied, ou la rotation du corps. Une lueur de compréhension traversa son esprit. Ces « gribouillis d'enfants », comme les appelait Maître Fournier, étaient en réalité une analyse biomécanique d'une précision étonnante, une carte détaillée du problème et de sa solution. Le cœur de Camille battit plus vite. Elle sentit qu'elle tenait là quelque chose de potentiellement révolutionnaire, une clé inattendue qui pourrait bien être la seule issue à l'impasse, un secret silencieux, révélé par un esprit que personne n'avait daigné écouter, une promesse d'espoir, au milieu du désespoir ambiant. Le compte à rebours avant le concours national de création chorégraphique résonnait désormais dans chaque recoin de l'atelier, transformant l'air déjà tendu en une chape de plomb. Les danseurs, leur corps jeune marqué par la fatigue et leur visage tiré, répétaient la séquence maudite avec une énergie de plus en plus désespérée. Chaque trébuchement, chaque désynchronisation, était plus une simple erreur technique, mais une fissure menaçant la réputation de la Volte, l'héritage de Maître Fournier, et pire encore, les rêves de bourse et de reconnaissance pour ces adolescents talentueux. Le claquement des pieds sur le parquet, d'habitude si précis, sonnait faux, comme une promesse brisée. Les murmures angoissés se mêlaient aux halètements, créant une cacophonie de frustration. Chloé, les larmes aux yeux, sentait le poids de l'enjeu écrasé sur ses épaules, comprenant que elle, échec collectif pourrait sceller leur avenir, bien au-delà de cette simple compétition. L'urgence était palpable, une angoisse sourde qui rongeait les esprits et les corps. Maître Fournier, un volcan sur le point d'entrer en éruption, redoubla d'ardeur dans ses remontrances, sa voix rauque, se brisant parfois sous l'effet de la tension. Il exigea plus de discipline, de concentration. Persuadé que le problème résidait dans une défaillance morale ou physique de ses élèves, jamais dans sa propre conception. Ses mains, habituellement si expressives dans la démonstration, étaient serrées en poing, ses épaules raides, trahissant une incapacité grandissante à faire face à elle, énigme. Il balaya du regard le studio, ses yeux s'arrêtant un instant sur le coin de Léa, puis détournant le sien avec un dédain manifeste pour cette distraction silencieuse. La seule idée qu'une solution puisse émaner d'un fauteuil roulant, de ces gribouillis d'enfants, était une hérésie à ses yeux, une insulte à son art et à ses années d'expérience. Son entêtement grandissait à mesure que l'échec se répétait, le rendant aveugle à toute autre perspective, ancré dans un classicisme rigide. Dans son refuge discret, Léa percevait l'intensification du chaos, non pas comme une vague de bruit, mais comme une augmentation des fréquences désordonnées qui agressaient son système auditif, malgré ses écouteurs fidèles. Le léger balancement de son corps s'accentuait, un mouvement rythmique et apaisant qui l'aidait à filtrer l'agitation ambiante. Ses grands yeux, d'une acuité presque surnaturelle, restaient fixés sur la scène, absorbant les dernières données nécessaires pour finaliser son analyse. Sur son carnet, les diagrammes prenaient une forme de plus en plus complexe et précise. Chaque flèche, chaque point de pivot, chaque vecteur de force était méticuleusement dessiné, traduisant le déséquilibre de la chorégraphie en un langage mathématique limpide. Elle sentait la solution vibrer sous ses doigts, un puzzle presque achevé. Le confort du vieux châle en laine, serré autour de ses épaules, lui offrait un ancrage sensoriel vital, une bulle de quiétude au milieu du tumulte croissant. Camille Martin, déchirée entre la loyauté envers son mentor et sa propre conviction, observait la spirale descendante de la frustration. Elle vit le désespoir s'installer sur les visages des danseurs, la colère sourde de Maître Fournier et l'isolement silencieux de Léa. Ses yeux se posèrent de nouveau sur le carnet de la jeune fille, et cette fois, elle s'attarda, traquant les schémas, les lignes que Léa avait tracées avec tant de minutie. Elle commença à distinguer la logique implacable derrière les flèches et les courbes, une analyse biomécanique d'une sophistication inattendue. Une étincelle d'espoir s'alluma dans son esprit. Et si cet enfant, ignoré de tous, détenait la clé? La tradition du maître était honorable, mais le monde évoluait, et parfois, les vérités les plus profondes venaient des voies les plus inattendues. Camille sentait l'urgence pressante, le temps égrenait inexorablement avant le concours, et la solution semblait se cacher dans ses pages, sous ses yeux. Les danseurs, à bout de nerfs, tentèrent une dernière fois la séquence, leurs mouvements lourds et dépourvus de la grâce habituelle. Chloé, le corps endolori et l'esprit embrouillé par le manque de sommeil, sentit une vague de résignation l'envahir.
Elle jeta un regard las vers le coin de Léa, non plus avec mépris, mais avec une curiosité nouvelle, teintée de désespoir. La petite silhouette immobile, absorbée par ses dessins, contrastait étrangement avec leur propre agitation stérile. Une question silencieuse flottait dans l'air. Et si, après tout, la fille bizarre voyait quelque chose qu'il ne percevait pas? L'idée était absurde, impensable pour des athlètes de l'art habitués à la perfection physique, mais, échecs répétés, avaient érodé leur certitude. La réputation de l'atelier, mais surtout leurs propres aspirations, était en jeu, et cette pression insoutenable commençait à ouvrir leurs esprits à l'impensable. La nuit s'apprêtait à tomber sur le vieux lion, enveloppant les vieilles pierres d'une lumière douce, mais l'ambiance à l'intérieur de l'atelier restait électrique, saturée d'une tension palpable. Le concours N était plus qu'à quelques heures, et l'impasse persistait, telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Maître Fournier avait claqué la porte de son bureau, un signe de défaite rarement vu. Dans ce silence lourd de désespoir, Camille, le cœur battant, s'agenouilla une dernière fois près de Léa. La jeune fille tendit son carnet, l'ouvrant sur une page finale, où un diagramme, plus détaillé et plus clair que les précédents, ne se contentait pas de montrer le problème, mais suggérait avec une précision chirurgicale la modification salvatrice. C était une promesse silencieuse, une évidence mathématique qui défiait l'intuition. Camille sentit une décharge d'adrénaline. Le secret était là, tangible, sur le papier, attendant, être révélé à un monde aveuglé par ses propres certitudes. Maître Fournier, le visage tendu et les traits creusés par elle, épuisement, ordonna une nouvelle tentative, sa voix rauque tentant de dissimuler une panique grandissante. Il avait varié le tempo, ajusté les placements, même modifié légèrement la musique, mais le résultat restait invariablement le même. Le groupe étoile, des corps jadis si agiles et harmonieux, s'en mêlait au même point précis de la chorégraphie, leurs pas martelant le parquet avec une lourdeur qui dénotait leur désespoir. Le parfum entêtant des glycines en fleurs, se mêlant désormais à qu'il à elle, accre odeur de la sueur et de l'effort vain, semblait s'alourdir dans l'air, saturé d'une frustration palpable. Les miroirs anciens du studio, témoins silencieux de tant de succès passés, ne renvoyaient plus que l'image d'une défaite imminente, d'un héritage menacé par une énigme insoluble. Chloé, le regard voilé par la fatigue et l'amertume, trébucha une fois de plus, son corps heurtant celui de son partenaire avec une collision sourde. Ses larmes, qu'elle retenait avec difficulté, piquaient ses yeux. La pression du concours national, tel un étau, se resserrait autour d'eux, transformant la passion de la danse en un fardeau écrasant. Les autres danseurs, leurs visages marqués par des heures de répétitions infructueuses, s'affaissèrent sur le parquet, les muscles endoloris et l'esprit démoralisé. La belle harmonie qui les unissait était érodée, remplacée par une lassitude collective, un sentiment d'impuissance grandissant. Le rêve de bourse et de reconnaissance éloigné à chaque pas manqué, se dissolvant dans l'atmosphère lourde du studio, leur laissant un goût amer de défaite. Maître Fournier, sa fierté blessée par cette persistance de échec, rejeta toute suggestion de remise en question de sa chorégraphie. Plus de concentration, plus de discipline, martela-t-il, sa voix tremblante d'une colère contenue. Il était prisonnier de ses propres certitudes, incapable d'imaginer que la faille ne résidait pas dans la volonté de ses élèves, mais dans la mécanique même du mouvement qu'il avait conçu. Ses yeux, perçants habituellement, étaient étrangement aveugles aux signaux de détresse de son groupe, refusant de voir au-delà de ses méthodes classiques et de ses préjugés tenaces. Pour lui, l'art était une affaire de pureté et d'effort, et non de calcul ou d'analyse froide, et certainement pas d'une perspective différente qui remettrait en cause son autorité ou sa vision. Camille Martin, son cœur serré par le spectacle de ce désespoir croissant, observait le maître s'enfermer dans son entêtement. Elle voyait épuisement des danseurs, la spirale de frustration dans laquelle il s'engouffrait. Son regard glissa vers Léa, immobile dans son coin, absorbée par ses diagrammes. Elle se rappela les lignes précises, les vecteurs éloquents que la jeune fille avait tracés, et une certitude silencieuse commença à germer en elle. L'approche traditionnelle de Maître Fournier, bien que respectée, atteignait manifestement ses limites. Une autre voie existait, une voie que Léa, avec sa perception unique du monde, semblait avoir déjà tracée. La loyauté envers son mentor vacillait face à elle, évidence de l'impasse, et la conviction que Léa détenait la clé devenait de plus en plus forte. Dans sa bulle de quiétude, Léa, le vieux châle de laine doucement drapé autour de ses épaules, continuait son travail méthodique. Les écouteurs filtraient le crescendo de la frustration ambiante,
transformant les éclats de voix de Maître Fournier en un murmure lointain et inoffensif. Ses grands yeux, d'une acuité presque surnaturelle, restaient fixés sur les corps des danseurs, observant chaque échec non pas comme une erreur, mais comme une confirmation de ses calculs. Sur son carnet, les diagrammes s'affinaient, chaque flèche et chaque courbe ajoutant une couche supplémentaire à la solution qu'elle était en train de construire. Le doux balancement de son fauteuil, son rituel d'autorégulation, la maintenait ancrée, lui permettant de déchiffrer la symphonie mécanique de la danse avec une clarté désarmante, loin du chaos émotionnel du studio. La dernière tentative du groupe échoua de manière retentissante. Un chœur de soupirs éleva, et Maître Fournier, vaincu, laissa tomber ses bras le long du corps, le silence de sa défaite résonnant plus fort que n'importe quelle remontrance. Le studio, baigné par les dernières lueurs du jour déclinant sur les toits du Vieux Lyon, était empli d'une atmosphère de capitulation. La tension, longtemps latente, avait finalement éclaté en une résignation collective. Pourtant, dans son coin discret, Léa souleva doucement son crayon. Sur la page, le diagramme final, d'une précision époustouflante, brillait comme une lueur d'espoir. Le problème était non seulement identifié, mais la solution, élégante et mathématique, y était inscrite. Un abîme de désespoir s'ouvrait pour les uns, tandis qu'une promesse silencieuse, une vérité invisible aux yeux de tous, venait être révélée par l'esprit d'une enfant. Le studio, plongé dans l'ombre grandissante de la fin de journée, portait le poids d'une défaite amère, chaque miroir reflétant la lassitude des corps épuisés, et elle, écho des espoirs brisés. Maître Fournier, silhouette jadis imposante, était désormais recroquevillé sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains, un geste de capitulation inattendu. Le silence, lourd et palpable, était seulement brisé par les halètements encore réguliers des danseurs affalés sur le parquet. Camille, le carnet de Léa serré contre sa poitrine, sentit une vague de détermination l'envahir, une conviction silencieuse qui dépassait sa loyauté envers son mentor. Elle avait vu la solution, l'avait tenue entre ses mains, et l'idée de la laisser inexploitée était insupportable. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha du maître, ses pas légers sur le parquet, mais son cœur battant la chamade, prête à affronter l'ouragan de son scepticisme. Le maître, alerté par la présence discrète de Camille, leva des yeux rougis par la fatigue et la frustration. Son regard, d'abord vide, se durcit en reconnaissant le carnet de la jeune assistante, puis glissa avec un dédain manifeste vers le coin où Léa demeurait silencieuse. « Quoi encore, Camille ?» Sa voix, empreinte d'une irritation à peine contenue, était un murmure rauque, chaque mot chargé d'un épuisement profond. « N'avons-nous pas assez de problèmes, sans y ajouter les fantaisies de cet enfant ?» Il ne put prononcer le nom de Léa, comme si cela lui brûlait la langue. Pour lui, l'idée qu'une solution puisse venir d'une source aussi inattendue, et surtout d'une personne qu'il avait si ouvertement rejetée, était non seulement impensable, mais une insulte flagrante à son autorité et à son expertise. Son front se plissa, trahissant son agacement croissant face à cette intrusion inopportune, son esprit étant déjà fermé à toute alternative. « Maître, s'il vous plaît, regardez !» insista Camille, sa voix douce mais ferme, tendant le carnet ouvert. Elle le positionna de manière à ce que la lumière tamisée du studio éclaire le diagramme final, le plus détaillé, celui qui révélait le cœur du problème, avec une clarté désarmante. Sur la page, des flèches colorées indiquaient les vecteurs de force, des points rouges marquaient les centres de gravité défaillants, et de minuscules annotations manuscrites suggéraient des ajustements angulaires infimes. Maître Fournier jeta un regard fugace, une moue de dédain sur les lèvres. Ce ne sont que des gribouillis, Camille, de l'art abstrait pour un esprit trop imaginatif. Pourtant, un micro-instant, son regard s'attarda, intrigué malgré lui, par la précision presque clinique des traits. Une faille, infime, s'ouvrait dans son mur de certitude, une fissure à peine visible mais prometteuse, un défi silencieux à son aveuglement. Les danseurs, écoute de cette confrontation feutrée, levèrent la tête, leur regard fatigué se posant sur Camille et le maître. Chloé, la danseuse étoile, affichait un scepticisme évident. La fille bizarre et ses dessins? Elle pense pouvoir résoudre ça? Murmura-t-elle à son partenaire, un rire nerveux et teinté d'amertume échappant de ses lèvres. L'idée paraissait absurde, presque insultante. Ils avaient sué sang et eau, leur corps avait été poussé à l'extrême, et voilà qu'une enfant en fauteuil roulant, qui n'avait jamais posé le pied sur un parquet de danse, prétendait détenir la vérité. La fierté de l'athlète se heurtait à l'humilité forcée par échec. Pourtant, au fond d'eux, une mince lueur de curiosité, née du désespoir le plus profond, commençait à vaciller.
L'impasse était si totale, qu'ils étaient prêts à considérer l'impensable, même si leurs raisons s'y refusaient encore, une tension palpable traversant le groupe. Dans son refuge habituel, Léa restait immobile, ses écouteurs filtrant les murmures et les non-dits, créant une bulle de silence relatif. Son doux balancement, son encre sensorielle, était légèrement plus prononcé, trahissant une conscience de l'attention qui se posait sur elle et sur son carnet. Ses grands yeux, d'une intensité rare, observaient la scène, non pas avec anxiété, mais avec une curiosité détachée, comme si elle regardait une équation sociale se résoudre. Elle sentait la tension monter, les résistances, les doutes, mais sa certitude intérieure de la solution restait inébranlable. Le vieux châle de laine, drapé sur ses épaules, lui offrait une protection tangible, un cocon de familiarité dans cette situation nouvelle, et potentiellement accablante. Pour Léa, le langage des diagrammes était universel, et elle attendait, avec une patience innée, que le monde extérieur s'aligne enfin sur la logique qu'elle avait déchiffrée, une promesse silencieuse de compréhension. Camille, sentant le maigre filet d'attention du maître S évanouir, joua sa dernière carte. « Et si nous essayions, maître, une seule fois ? Qu'avons-nous à perdre, sinon quelques minutes de plus ?» Sa voix portait une pointe de désespoir, mais aussi une confiance inébranlable dans les capacités de Léa. Maître Fournier, son esprit torturé par l'approche imminente du concours et l'absence totale d'alternative, finit par céder, non par conviction, mais par pure exaspération. Très bien. Une seule tentative. Mais si cela ne mène à rien, Camille, vous serez tenu pour responsable de cette distraction. Ses mots claquèrent, mais son ton trahissait une once de curiosité résignée. Le défi était lancé. Léa, dans son coin, perçut le changement d'énergie. La solution, invisible pour la plupart, était sur le point de sortir de l'ombre, une promesse incertaine planant sur le studio, comme un dernier espoir avant le naufrage. Camille, le cœur battant d'une détermination nouvelle, ne perdit pas un instant après l'acquiescement contraint de Maître Fournier. Elle s'activa avec une efficacité silencieuse, son regard doux, mais résolu balayant le studio. Sa première tâche fut de moduler l'environnement sensoriel, si crucial pour Léa. Elle demanda aux danseurs, d'un geste discret mais impératif, de cesser leurs mouvements et de s'asseoir, instaurant un silence inhabituel, seulement brisé par les murmures lointains de la ville. Puis, elle tamisa les lumières vives des projecteurs, réputés agressifs pour Léa, et installa une petite lampe d'appoint près du coin de la jeune fille, créant une oasis de clarté douce et ciblée. Le parfum des glycines en fleurs, autrefois masqué par la sueur, flottait de nouveau, plus apaisant. Tandis que l'air lourd de l'atelier semblait s'alléger d'une tension palpable, annonçant un tournant inattendu. Camille, avec une agilité inattendue, se dirigea vers un placard de rangement, et en sortit un petit projecteur portable, une idée qui avait germé en elle, après avoir vu la précision des diagrammes de Léa. Avec l'aide de quelques danseurs, intrigués par cette agitation inhabituelle, elle l'installa rapidement, l'orientant vers une section lisse du mur d'ocre délavé, transformant un espace passif en une toile potentielle pour la révélation. Le fauteuil roulant de Léa fut ensuite délicatement déplacé, non plus dans un coin discret, mais vers une position plus centrale, d'où elle pourrait observer et diriger. Ce mouvement physique symbolisait un changement profond. Léa, la fille bizarre ignorée, était soudainement placée au cœur de l'attention, son esprit unique s'apprêtant à éclairer un problème que personne n'avait pu résoudre, une promesse silencieuse d'une nouvelle ère. Léa, malgré son apparente immobilité, percevait chaque ajustement avec une acuité particulière. Le tamisage des lumières, le silence respectueux des danseurs, le déplacement délicat de son fauteuil. Chaque détail était enregistré par son système nerveux hypersensible, non comme une intrusion, mais comme une adaptation bienvenue. Son balancement doux, son rituel d'autorégulation, s'intensifiait légèrement, signe d'une concentration accrue, tandis que ses grands yeux restaient fixés sur la toile vierge du mur. Elle ouvrit son carnet avec une précision méticuleuse, ses doigts fins effleurant les pages remplies de diagrammes, comme pour vérifier la cohérence de ses calculs. Le vieux châle de laine, son bouclier sensoriel, lui offrait un réconfort tangible, la préparant à dévoiler la logique invisible qu'elle avait patiemment construite, une cartographie des forces cachées. Maître Fournier, malgré son consentement forcé, observait les préparatifs avec une méfiance palpable. Ses bras restaient croisés, son front plissé, mais le dédain habituel était teinté d'une curiosité forcée par le désespoir. Il considérait toujours les gribouillis de Léa comme une fantaisie d'enfant, mais la minutie de Camille et le silence inhabituel de ses danseurs l'obligeaient à une attention qu'il n'aurait jamais cru accorder. Chloé et le groupe Étoile, d'abord sceptiques, les visages marqués par la fatigue, commençaient à ressentir une étrange tension, un mélange d'incrédulité et d'une mince lueur d'espoir.
L'idée qu'une solution puisse venir de cette enfant silencieuse était encore absurde, mais l'impasse était si totale qu'elle ouvrait leurs esprits à l'impensable, à la promesse d'une vérité nouvelle, même si elle défiait toute leur expérience. Camille, sentant le moment crucial arriver, s'agenouilla près de Léa, son regard encourageant, croisant celui de la jeune fille. D'un geste délicat, elle prit le carnet de Léa et le positionna sous l'objectif du projecteur. Instantanément, les diagrammes de Léa, remplis de flèches colorées, de courbes précises et de points de pivot méticuleusement annotés, s'illuminèrent sur le mur d'ocre, transformant l'analyse abstraite en une vision tangible et compréhensible. Léa, d'une voix douce mais d'une clarté déconcertante, commença à expliquer, ses phrases concises et directes, dénuées de toute fioriture émotionnelle, pointant du doigt les micro-déséquilibres, les angles infimes qui brisaient la séquence. Camille, attentive, reformulait certains points pour le maître et les danseurs, traduisant le langage visuel et mathématique de Léa en termes de mouvements corporels, un pont essentiel entre deux mondes. Léa, guidée par les encouragements discrets de Camille, se concentra sur le cœur du problème. Son doigt, petit mais résolu, désigna un diagramme en particulier, projeté avec une clarté absolue. Ici, articula-t-elle d'une voix douce, presque inaudible, le pied d'appui, 2 degrés, la rotation du partenaire. Un décalage infime. Le projecteur zooma sur le détail, révélant un ajustement angulaire de quelques degrés à peine pour le pied d'un danseur, et une micro-modification de la trajectoire du corps de son partenaire, une correction si minime qu'elle échappait à l'œil, œil non averti. Maître Fournier, malgré lui, se pencha en avant, ses yeux scrutant le diagramme illuminé, une lueur d'incrédulité mêlée d'une fascination naissante. Le studio retenait son souffle, suspendu à cette vérité silencieuse, à cette promesse d'une solution qui défiait toute intuition, une énigme sur le point d'être enfin résolue, ou de sombrer dans l'oubli. Léa, le doigt frêle mais d'une détermination inébranlable, pointa le diagramme projeté sur le mur. Le pied d'appui, il doit être décalé de 2 degrés vers l'intérieur, expliqua-t-elle d'une voix douce, presque un murmure, mais d'une clarté perçante. Et la rotation du partenaire, un décalage infime, pour compenser le centre de gravité. Maître Fournier, ses bras croisés sur sa poitrine, observa le mur, son front plissé par un mélange d'incrédulité et d'une curiosité forcée par le désespoir. Il ne pouvait s'empêcher de voir ces lignes colorées comme de simples gribouillis, mais la précision avec laquelle Léa les décrivait, dénuée de toute émotion, le troublait. Il hocha la tête, un geste à peine perceptible, accordant une permission tacite. Chloé et son partenaire s'avancèrent, leur visage marqué par la fatigue, mais aussi par une lueur d'espoir fragile, prête à éteindre à la moindre déception. L'air était lourd, saturé de l'attente silencieuse. Chloé, le corps lourd de doute, et son partenaire s'essayèrent à la modification suggérée. Leurs muscles, habitués à des années de routine, résistèrent à ce changement infime, presque imperceptible. Le pied d'appui de Chloé hésita, cherchant ses marques, et la rotation de son partenaire fut légèrement forcée. Le mouvement, bien que différent, manquait encore de la fluidité escomptée. Ils trébuchèrent, non pas lourdement comme avant, mais avec une maladresse qui trahissait leur lutte contre leur propre mémoire musculaire. Un soupir collectif échappa des autres danseurs, leurs espoirs retombant comme un soufflet. Maître Fournier laissa échapper un grognement de frustration, ses yeux se posant de nouveau sur Léa, avec une once d'agacement. Pour lui, était la preuve que cette fantaisie ne mènerait à rien, que la solution résidait toujours dans la discipline pure et dure. Léa, imperturbable, ne montra aucune déception. Son regard d'une acuité exceptionnelle se posa sur Chloé, analysant chaque micro-mouvement. Elle désigna un autre point sur le diagramme projeté. Le transfert de poids, dit-elle, sa voix toujours aussi calme, il doit être anticipé. Un quart de seconde. Camille, agenouillée près d'elle, traduisit immédiatement. Chloé, maître, elle dit que le transfert de poids doit être plus précoce, une fraction de seconde avant ce que vous faites d'habitude. Maître Fournier, bien qu'agacé, ne put ignorer la précision clinique de l'observation. La tension monta d'un cran. Les autres danseurs, leurs visages tendus, observaient la scène, tiraillés entre le scepticisme et le désir ardent de voir enfin le problème résolu. Le silence dans le studio était si dense qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber, chaque seconde pesant lourdement sur leurs épaules. Chloé et son partenaire, à bout de force mais piqués par une curiosité nouvelle, tentèrent de nouveau. Cette fois, Chloé, concentrée, déplaça son poids un instant plus tôt, et son partenaire ajusta sa rotation avec une fluidité inattendue. Le mouvement, comme par magie, s'enchaîna avec une grâce et une stabilité jamais atteintes auparavant. Leurs pieds atterrirent en parfaite synchronisation, le corps de Chloé pivotant avec une légèreté surprenante. Un frisson parcourut le studio. Les autres danseurs se redressèrent, les yeux écarquillés.
Maître Fournier, d'abord incrédule, laissa échapper un souffle coupé, ses yeux rivés sur la scène. Une lueur, celle de la compréhension, traversa son regard. Ce N était pas un coup de chance. Il y avait une logique, une précision chirurgicale derrière la solution de Léa, une vérité que ses années d'expérience n'avaient pu déceler. Encouragés par ce succès partiel, les autres danseurs, dont le scepticisme était érodé face à elle, évidence, commencèrent à s'approcher, à vouloir essayer à leur tour. « On peut essayer aussi ?» demanda l'un d'eux, sa voix emplie d'un espoir retrouvé. Camille, avec l'accord tacite de Maître Fournier, commença à guider de petits groupes, pointant du doigt les diagrammes de Léa et traduisant ses instructions concises. Le studio se remplit d'une nouvelle énergie, une énergie de collaboration et d'expérimentation. Les corps, d'abord hésitants, commencèrent à s'aligner sur la nouvelle cinématique. Les trébuchements se firent plus rares, les désynchronisations moins fréquentes. Maître Fournier, toujours silencieux, observait chaque tentative, une lutte intérieure se lisant sur son visage. Il était déchiré entre son orgueil blessé et l'aile, évidence que cet enfant, qu'il avait tant méprisé, détenait la clé de son problème. Pourtant la chorégraphie complète, avec toutes ses complexités, restait un défi de taille. Si les pairs parvenaient désormais à réaliser la séquence avec une stabilité nouvelle, l'intégration de l'ensemble du groupe, la fluidité collective, nécessitait encore des ajustements. Certains danseurs moins agiles ou moins rapides à s'adapter, peinaient à suivre le nouveau rythme, créant de petites vagues de désynchronisation. Maître Fournier, retrouvant une partie de son aplomb, désigna du doigt un autre groupe. « Ce n'est pas encore parfait. Il nous faut plus de cohésion, plus d'unité. » Ces mots, bien que critiques, n'avaient plus la même amertume. Léa, dans son fauteuil, sentit le défi. Ces diagrammes, bien que précis, n'avaient pas encore tout révélé. Le temps pressait, le concours N était plus que, à quelques heures, et le véritable test, celui de l'harmonie collective, restait à accomplir, une promesse incertaine planant sur le studio vibrant. Le compte à rebours final résonnait dans l'atelier, chaque seconde étirant, lourde de l'enjeu du concours imminent. Léa, le vieux châle de laine remonté à son menton, sentait la texture apaisante de ses mailles contre sa peau, un rempart contre le chaos sensoriel ambiant. Ses écouteurs filtraient les murmures angoissés des danseurs, transformant l'agitation en un lointain bourdonnement, lui permettant de plonger plus profondément dans les schémas complexes qui s'agitaient dans son esprit. Sur le mur, les diagrammes projetés prenaient une densité nouvelle, non plus seulement des corrections individuelles, mais une cartographie des interactions subtiles entre les corps. Son balancement doux s'intensifiait légèrement, un rythme intérieur qui cadençait ses pensées fulgurantes. Elle percevait chaque mouvement comme une note dans une symphonie mécanique, et pour la première fois, elle voyait la partition complète, chaque instrument devant s'accorder parfaitement pour l'harmonie finale, une promesse silencieuse d'unité. Les danseurs, malgré l'amélioration notable des pairs, peinaient à retrouver une synchronisation collective parfaite. Maître Fournier, bien que moins acerbe, observait d'un œil inquiet les micro-déséquilibres qui persistaient, son front plissé d'une tension renouvelée. Un danseur trébuchait encore légèrement à la fin d'une pirouette, un autre décalait son appui d'une fraction de seconde, brisant la fluidité de l'ensemble. La frustration, bien que moins intense, ressurgissait, menaçant de dissiper la fragile lueur d'espoir. Le frottement des chaussons sur le parquet, d'abord harmonieux, redevenait légèrement discordant, rappelant, énigme non résolue. Léa, imperturbable, absorbait ses erreurs, non comme des échecs, mais comme des données supplémentaires, affinant sa perception des forces invisibles, qui liaient ou désunissaient les corps, cherchant la clé de la cohésion parfaite, le point d'ancrage du rythme invisible. Léa, d'un geste précis de son petit doigt, pointa un ensemble de flèches entrelacées sur le mur. Ici, dit-elle d'une voix douce mais d'une clarté désarmante, quand Chloé initie son tour, le partenaire à l'arrière doit anticiper son transfert de poids de 0,03 de seconde, et non 2. La force centrifuge est légèrement sous-estimée. Et là, son doigt glissa vers un autre danseur, la position du coude, un angle de 97 degrés, pas 95, pour stabiliser la ligne du groupe. Camille, agenouillée près d'elle, traduisait avec une urgence croissante. « Maître, elle dit que l'anticipation doit être plus fine, et qu'un coude doit être plus ouvert. » La précision chirurgicale des instructions de Léa, dénuée de toute émotion, laissait les danseurs bouche bée, leur visage marqué par un mélange d'incrédulité et de fascination grandissante, une promesse d'une science du mouvement. Maître Fournier, son corps rigide, se pencha en avant, ses yeux scrutant les diagrammes complexes et les explications de Léa. Il sentait la logique implacable derrière ces mots,
Une vérité mathématique que ses années d'expérience et d'intuition n'avaient jamais pu déceler. « Essayez !» ordonna-t-il, sa voix cette fois dénuée de colère, mais emplie d'une urgence tremblante. Le groupe Étoile, galvanisé par cette nouvelle approche, se positionna. Chloé, le regard fixé sur Léa, respira profondément. La musique reprit, et cette fois, chaque danseur se concentra non seulement sur son propre mouvement, mais sur l'interaction microscopique avec les autres, suivant les directives précises de Léa. Le studio retenait son souffle, suspendu à l'instant où l'harmonie se briserait, ou se révélerait dans toute sa splendeur inattendue, une tension palpable électrisant l'air. Le mouvement commença, hésitant, puis, comme par magie, les corps s'alignèrent. Le transfert de poids de Chloé fut parfait, le coude du danseur arrière s'ouvrit de la fraction de degré nécessaire. Le tour s'exécuta avec une fluidité et une stabilité à couper le souffle, et le reste du groupe, suivant les ajustements invisibles, se synchronisa avec une perfection inédite. Le son des pieds sur le parquet résonna comme un seul battement, une mélodie unie, pure et puissante. Les corps s'entremêlaient et se séparaient avec une grâce calculée, les pirouettes s'enchaînaient sans accroc, chaque danseur, trouvant son ancrage parfait dans l'espace partagé. Lorsque la séquence se termina, le studio fut plongé dans un silence absolu, brisé seulement par les halètements réguliers des danseurs, leurs visages ébahis reflétant l'incroyable prouesse qu'ils venaient d'accomplir, une vérité enfin révélée. Une clameur éleva alors, d'abord un murmure stupéfait, puis des exclamations, des rires nerveux, des larmes de soulagement. Maître Fournier, ses yeux brillants d'une émotion intense, laissa échapper un soupir rauque, son corps, si longtemps rigide, s'affaissant légèrement. Il se tourna vers Léa, un regard d'humilité et d'admiration remplaçant son dédain habituel. Chloé, les larmes aux yeux, courut vers le fauteuil roulant, s'agenouillant et prenant doucement la main de Léa, un geste de gratitude silencieuse et profonde. Le studio vibrait d'une énergie nouvelle, un mélange de joie, de respect et d'une reconnaissance inattendue pour la jeune fille. Léa, son doux balancement s'apaisant, offrit un imperceptible sourire, le monde ayant enfin trouvé le rythme invisible qu'elle avait toujours perçu. La promesse d'un triomphe au concours, désormais tangible, flottait dans l'air, portée par la lumière douce du soir. Le studio, vibrant d'une énergie nouvelle, bourdonnait d'une effervescence contagieuse. Les danseurs, leurs visages rayonnant de soulagement, étreignaient, leurs rires se mêlant au murmure étonnement. Chloé, les larmes de joie perlant au coin de ses yeux, était toujours agenouillée près du fauteuil de Léa, sa main fermement serrée dans celle de la jeune fille, un geste de gratitude qui transcendait les mots. L'atmosphère, si longtemps alourdie par la frustration et le désespoir, était transformée en une célébration spontanée de la victoire. Le maître Fournier, silhouette jadis si rigide, affichait une expression d'humilité profonde, son regard, d'ordinaire si sévère, pétillant d'une admiration sincère pour l'enfant, qu'il avait si longtemps sous-estimé. Le parfum des glycines en fleurs semblait cette fois porter l'arôme doux du succès, un baume apaisant sur les tensions passées. Était une renaissance, une promesse silencieuse que l'impossible venait, être rendu possible, et tous les regards convergeaient vers la petite fille, source inattendue de cette prouesse. Maître Fournier, d'un pas hésitant mais déterminé, s'approcha de Léa, son corps trahissant une émotion était toujours interdit de montrer. Il s'agenouilla avec une dignité inattendue, son regard croisant celui de Léa, avec une intensité nouvelle. « Léa !» commença-t-il, sa voix rauque brisée par une humilité sincère, « vous avez vu ce que nous, avec toutes nos années d'expérience, n'avons pas su percevoir. Votre esprit, c'est un cadeau. Je vous ai jugé, et je m'en excuse. Ce était pas seulement une admission de défaite, mais un acte de rédemption, une reconnaissance profonde de la valeur intrinsèque de Léa. » Le silence respectueux des danseurs soulignait la portée de cet instant. Son visage, lavé de l'arrogance habituelle, reflétait une transformation intérieure, un pont enfin jeté entre son monde de tradition rigide et la brillante logique de l'enfant. Les préjugés s'effondraient, laissant place à un respect inattendu, une promesse d'ouverture pour l'avenir de l'atelier. Les danseurs, témoins de cette scène poignante, sentirent leur propre cœur s'ouvrir. Le scepticisme initial, teinté parfois de mépris, était évanoui, remplacé par une admiration sincère et un respect profond pour Léa. Chloé, se relevant, vint s'asseoir à côté de la jeune fille, lui offrant un sourire chaleureux, une complicité nouvelle s'installant entre elles. « Merci Léa » murmura-t-elle, sa voix emplie d'une gratitude authentique. « Vous nous avez sauvés. » Les autres s'approchèrent, certains timidement, d'autres plus hardiment, posant des questions sur les diagrammes, cherchant à comprendre le langage de forces invisibles que Léa avait déchiffré. Le studio, jadis divisé par échec et la hiérarchie,
devint un espace de partage, où l'expertise de Léa était non seulement acceptée, mais recherchée. Elle, énergie du groupe était palpable, une confiance retrouvée, une promesse de victoire collective. Léa, dans sa bulle de quiétude, percevait cette nouvelle énergie. Le balancement doux de son corps s'apaisa presque entièrement, signe d'un calme intérieur profond. Ses grands yeux, d'une intensité habituelle, s'adoucirent légèrement, un imperceptible frémissement des lèvres, esquissant un sourire fugace, presque un reflet de la joie collective. Les mots du maître Fournier, la gratitude de Chloé, les questions des autres danseurs, tout cela était traité par son esprit non comme une vague d'émotions écrasantes, mais comme des données positives, des confirmations que la logique qu'elle avait déchiffrée était enfin comprise. Le vieux châle de laine, son bouclier sensoriel, restait drapé sur ses épaules, mais il était plus une protection contre l'hostilité, mais un confort dans l'acceptation. Pour Léa, le monde était enfin aligné sur sa vision, une validation silencieuse de son existence unique, une promesse d'appartenance. Avec le problème résolu et une confiance renouvelée, les répétitions reprirent, mais avec une énergie et une précision inédites. Maître Fournier, désormais ouvert au conseil de Léa par l'intermédiaire de Camille, guidait ses danseurs avec une ferveur nouvelle, ses instructions plus nuancées, moins rigides. Les diagrammes de Léa, projetés en permanence sur le mur, servaient de guide visuel, une partition de mouvement, où chaque danseur trouvait sa place avec une exactitude mathématique. Le frottement des chaussons sur le parquet résonnait désormais comme une symphonie harmonieuse, chaque pas étant un témoignage de la nouvelle cohésion du groupe. L'atelier, baigné par la lumière douce du soir, était empli d'une anticipation joyeuse, d'une certitude de succès qui avait remplacé l'angoisse. Les danseurs, leurs corps légers et leurs esprits clairs, étaient prêts à affronter le concours, une armée unie par le rythme invisible de Léa, une promesse de triomphe. Le lendemain matin, à l'aube du concours national, l'atelier des arts du mouvement, la Volte, était empli d'une atmosphère d'excitation contenue. Les danseurs, vêtus de leurs costumes scintillants, leurs cheveux impeccablement coiffés, rayonnaient d'une confiance sereine, loin de la nervosité de la veille. Léa, installée dans son fauteuil roulant, était placée en première ligne pour le départ, un honneur symbolique orchestré par Maître Fournier lui-même. Ses yeux curieux observaient l'agitation, mais sans anxiété, son esprit déjà projeté sur la performance parfaite qu'elle avait visualisée. Camille, à ses côtés, lui sourit, un regard de fierté et de complicité. Le maître, avant de rejoindre les coulisses, s'inclina légèrement devant Léa, un geste de respect silencieux et profond. La solution K n'était pas seulement technique. Elle était humaine, le fruit d'une ouverture d'esprit inattendue. L'atelier était prêt, non seulement à danser, mais à prouver que la grandeur pouvait se trouver dans les perspectives les plus inattendues, une promesse d'un nouveau chapitre pour l'art de la danse. Le silence dans la salle du Grand Théâtre lyonnais était palpable, chaque souffle retenu, tandis que le président du jury s'apprêtait à annoncer les résultats du prestigieux concours national de création chorégraphique. En coulisses, les jeunes danseurs, leurs costumes scintillants, affichaient des visages tendus sous les lumières tamisées. Léa, dans son fauteuil roulant, était placée à l'avant, son vieux châle de laine remonté, ses écouteurs filtrant le bourdonnement des attentes. Ses grands yeux curieux ne quittaient pas la scène, absorbant chaque détail de l'instant. Maître Fournier, à quelques pas, les mains tremblantes, sentait l'incrédulité face à la perfection inespérée de leur performance. Puis, le nom résonna, clair et puissant. Et la première place est attribuée à l'atelier des arts du mouvement, la Volte, de Lyon. Une explosion de joie, de cris et d'applaudissements secoua la salle, balayant toute l'angoisse. Les danseurs se jetèrent dans les bras les uns des autres, leurs visages inondés de larmes et de sourires, une victoire éclatante. En coulisses, Maître Fournier s'effondra presque contre un mur froid, ses jambes soudain faibles. Des larmes silencieuses, qu'il n'avait pas versées depuis des décennies, inondèrent ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de joie pure, mais un mélange complexe d'émerveillement, de honte et d'une gratitude immense. Son esprit revoyait sans cesse l'image de Léa, penchée sur ses diagrammes, et ses propres paroles acerbes, « Revenez quand vous saurez danser ». L'ironie était cruelle, mais la leçon, profonde. Il avait été aveuglé par ses préjugés, sa rigidité, manquant de voir le génie là où il ne s'attendait pas. La victoire n'était pas seulement celle de ses danseurs, mais la sienne, celle de l'humilité. Il sentit son ego se fissurer, se désagréger, laissant place à une nouvelle perception, une ouverture d'esprit inattendue. Relevant la tête, ses yeux rencontrèrent ceux de Camille, un regard empreint de compréhension silencieuse. Il savait ce qu'il devait faire.
un acte de rédemption qui serait bien plus puissant que n'importe quelle pirouette. Sur la scène illuminée, le président du jury fit signe à Maître Fournier de le rejoindre. Le maître s'avança d'un pas hésitant. Son corps encore lourd d'émotion, le public l'acclamant chaleureusement. Mais au lieu de se diriger directement vers le trophée, il fit un signe à Camille. Celle-ci, un sourire radieux sur le visage, poussa doucement le fauteuil roulant de Léa vers le centre de la scène. Les murmures de la foule se firent plus intenses, certains se demandant qui était cette jeune fille silencieuse. Léa, drapée dans son châle, ses écouteurs toujours en place, observait la scène avec sa curiosité habituelle, sans la moindre trace de nervosité. Maître Fournier s'agenouilla alors à côté d'elle, un geste d'humilité qui frappa l'audience de stupeur. Ses yeux, rouges mais résolus, rencontrèrent ceux de Léa, et un frisson parcourut la salle, anticipant un moment d'une rare intensité émotionnelle. Maître Fournier saisit le microphone, sa main tremblant légèrement. Sa voix, d'ordinaire si autoritaire, fut d'abord un murmure rauque, brisé par émotion. « Mesdames et messieurs, mes chers danseurs », commença-t-il, un regard d'humilité sur son visage. « Ce soir, la victoire n'appartient pas seulement à mon atelier, ni à moi. Elle appartient à un esprit brillant, à une jeune femme qui nous a montré un nouveau chemin, que nous, avec nos années d'expérience, n'avons pas su percevoir. » Il tourna son regard vers Léa, puis vers la foule. Léa Dubois, c'est elle qui, avec son regard unique, a déchiffré le rythme invisible de notre chorégraphie. J'ai eu tort, profondément tort, de la juger. Et je vous demande pardon, Léa, et à vous tous, pour mon aveuglement. Ce prix est le vôtre. La sincérité de ses mots, le poids de sa confession, plongea la salle dans un silence respectueux, puis une ovation retentissante. Léa, au centre de l'attention, traitait les mots de Maître Fournier non pas comme une explosion d'émotions, mais comme une séquence logique, une confirmation de ses calculs. Le balancement doux de son corps, son rituel d'autorégulation, s'apaisa presque entièrement, signe d'un calme intérieur profond. Ses grands yeux, d'une intensité habituelle, s'adoucirent légèrement, un imperceptible frémissement des lèvres, esquissant un sourire fugace, presque un reflet de la joie collective qui l'entourait. Le monde extérieur, si souvent chaotique, était enfin aligné sur la logique qu'elle avait toujours perçue. Elle était plus la fille bizarre en fauteuil roulant, mais le génie du rythme invisible, une validation silencieuse de son existence unique. Le vieux châle de laine, son bouclier sensoriel, restait drapé sur ses épaules, mais il était plus une protection contre l'hostilité, mais un confort dans l'acceptation, une nouvelle vérité que l'empathie avait finalement triomphé du préjugé. L'ovation fut assourdissante, un torrent d'admiration et de respect qui submergea la scène. Les danseurs, les larmes aux yeux, vinrent tour à tour embrasser Léa, la serrant dans leurs bras, avec une affection débordante. Le directeur de l'université locale, présent dans la salle, s'approcha de Camille et de Florence, tendant à Léa une invitation formelle à participer à un programme pilote, analyse du mouvement, une proposition concrète de reconnaissance de son talent unique. Maître Fournier, les yeux brillants, annonça la création de la Bourse Léa Dubois, au sein de son atelier, destinée à encourager l'inclusion de personnes neurodiverses dans l'étude de la danse, qu'elles soient danseurs, théoriciens ou analystes. Le succès de Léa avait provoqué un changement profond, transformant l'atelier en un phare d'inclusion et d'ouverture. Elle était plus seulement Léa Dubois, mais l'incarnation vivante du fait que le talent ne connaît ni limite, ni forme prédéfinie. La vie à l'atelier des arts du mouvement La Volte avait pris une nouvelle dimension, imprégnée de l'esprit novateur que Léa avait apporté. La Bourse Léa Dubois, rapidement mise en place, avait déjà attiré des candidatures de jeunes aux talents atypiques, désireux d'explorer la danse sous des angles inattendus. Léa elle-même, avec le soutien inconditionnel de Florence et de Camille, épanouissait dans le programme Analyse du mouvement, à l'université lyonnaise. Ses grands yeux curieux, jadis empreints d'une solitude silencieuse, brillaient désormais d'une satisfaction sereine. Le vieux châle de laine, toujours drapé sur ses épaules, sexy, était plus un bouclier contre l'hostilité, mais un doux rappel de son parcours, une ancre confortable dans un monde qui avait enfin appris à l'accepter. Elle continuait de se balancer doucement, un geste d'autorégulation qui était devenu, pour ceux qui la connaissaient, le signe d'une pensée profonde et d'une joie intérieure. Maître Fournier, quant à lui, avait subi une métamorphose remarquable. L'arrogance et les préjugés qu'il avait longtemps définis avaient fait place à une humilité sincère et à une ouverture d'esprit inédite. Il intégrait désormais les diagrammes de Léa dans ses cours, utilisant la science du mouvement pour affiner la technique de ses danseurs, mélangeant harmonieusement la tradition et l'innovation. Son regard, jadis perçant de sévérité,
S était adouci, et il n'hésitait plus à s'agenouiller auprès de Léa pour solliciter son avis, reconnaissant en elle une source inépuisable de sagesse. L'atelier, sous sa nouvelle direction éclairée, était devenu un lieu d'apprentissage, où la diversité des intelligences était célébrée, un modèle pour les autres institutions culturelles de Lyon et au-delà. Le parfum des glycines, mêlé à l'arôme du vieux bois, semblait porter l'aile, écho de cette transformation profonde, une symphonie de l'acceptation. Le groupe Étoile, mené par Chloé, avait également évolué. Le scepticisme initial S était transformé en une admiration profonde et une camaraderie sincère avec Léa. Chloé, en particulier, avait tissé un lien particulier avec la jeune fille, la considérant non seulement comme une alliée précieuse, mais comme une amie. Les danseurs, devenus des ambassadeurs de l'inclusion, partageaient volontiers l'histoire de Léa, inspirant leurs pairs et les générations futures à regarder au-delà des apparences. La communauté lyonnaise, d'abord surprise par elle, éclat de cette victoire inattendue, avait embrassé le message de « la Volte », reconnaissant que la force d'une société résidait dans sa capacité à valoriser chaque individu, quelle que soit sa différence. Les murs d'ocre de l'atelier, témoins de tant d'épreuves, vibraient désormais d'une énergie collaborative et joyeuse, un témoignage vivant de la résilience humaine. Florence, la mère de Léa, observait cette floraison avec une émotion qui la submergeait parfois. Les années de lutte silencieuse, les regards juges, la peur de l'incompréhension, tout cela était dissipé, remplacé par une immense fierté. Elle voyait sa fille, jadis isolée, au cœur d'une communauté qui la célébrait pour son authenticité. Camille, toujours présente, était devenue une véritable sœur de cœur, un pilier de soutien et de compréhension. Leur lien, forgé dans la défense de Léa, était un exemple de la solidarité féminine et de l'empathie qui transcendent les barrières. La famille, élargie désormais à toute la communauté de l'atelier, avait trouvé un équilibre, une harmonie où chaque membre, avec ses particularités, avait sa place et contribuait à la richesse de l'ensemble. La solitude avait laissé place à une connexion profonde, une promesse de bonheur partagé. L'histoire de Léa et de la Volte résonnait comme une mélodie douce mais puissante, rappelant que la neurodiversité n'est pas une limitation, mais une source inestimable de perspectives uniques. Elle enseignait que le véritable potentiel humain réside dans la diversité de nos esprits et de nos corps, et que l'adaptation et l'empathie sont les clés pour libérer ce potentiel. Le rythme invisible que Léa avait déchiffré n'était pas seulement celui de la danse, mais celui de la vie elle-même, un appel à regarder au-delà des apparences, à écouter les voix silencieuses, et à reconnaître la sagesse qui peut venir des sources les moins attendues. L'inclusion était plus un simple concept, mais une réalité palpable, inscrite dans chaque pas de danse, chaque sourire échangé, chaque moment de partage au sein de cet atelier transformé. Ainsi, dans le cœur vibrant de Lyon, l'atelier des arts du mouvement La Volte brillait comme un phare d'espoir et d'inclusion. L'histoire de Léa, la génie du rythme invisible, continuait d'inspirer, prouvant que le talent ne connaît ni limite, ni forme prédéfinie, et que la beauté la plus pure se révèle souvent dans les différences que l'on ose embrasser. Était une ode à la résilience, à la justice, et à la puissance transformatrice de l'acceptation. Chaque danseur, chaque membre du personnel, chaque visiteur, emportait avec lui le message que tous ont leur place dans la riche mosaïque de la vie, et que parfois, le regard le plus aiguisé pour voir la vérité, se trouve chez ceux qui perçoivent le monde d'une manière différente, offrant une catharse profonde et une promesse d'un avenir plus lumineux.